Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur le micro des gynécos, le podcast qui explore toutes les facettes de la gynécologie et de l'obstétrique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de nombreux couples, la prise en charge de première intention du couple infertile, avec une mise à jour des recommandations du CNGOF de 2022. Pour répondre à toutes nos questions, nous avons le plaisir, avec Océane, d'accueillir le docteur Geoffroy Robin, gynécologue médical au CHU de Lille, maître de conférences en médecine de la reproduction et secrétaire général du CNGOF pour la gynécologie médicale. Bonjour Geoffroy, merci d'avoir accepté de participer à nouveau au micro des gynécos. Aujourd'hui, on voudrait discuter des RPC sur le couple infertile. Merci beaucoup Océane pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de travailler avec la GOF sur ces podcasts qui sont, je crois, un beau succès. Et donc oui, c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on va parler de ça. Vous savez que l'infertilité et sa prise en charge font partie un peu de mes topics que j'apprécie beaucoup. Et donc, je suis ouvert pour répondre à toutes vos questions. Plaisir partagé, et puis merci pour les encouragements. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour commencer par nous exposer un petit peu les principales mises à jour des recommandations du CNGOF en 2022 par rapport aux précédentes de 2010 sur notamment le bilan de première intention dans un contexte de couple infertile? Alors, la première chose, c'est que par rapport aux recommandations de 2010, on a changé de méthodologie. On est parti sur une méthodologie plus scientifique qu'on appelle la méthodologie PICO, qui est maintenant celle de toutes les RPC. Donc ça a été un des grands changements, puisqu'il a fallu effectivement formuler des questions PICO pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Alors, dans les changements, ils sont essentiellement sur le positionnement, notamment du dosage de l'AMH, qui est, en tout cas chez la femme, un des marqueurs de la réserve ovarienne au même titre que le comptage des follicules. Donc ça qui est vraiment mis en avant dans ces RPC, ce qui n'était pas du tout le cas encore vraiment en 2010. Il y a eu aussi l'importance maintenant d'affiner un petit peu le bilan échographique chez les femmes, et notamment une mise en exergue de l'importance de faire une échographie 3D pour évaluer la cavité utérine. Vous savez que certains centres faisaient des hystéroscopies à tout le monde, des hystérosonographies à tout le monde, et là, en décortiquant la littérature, la conclusion, c'était que c'est l'écho 3D pour toutes les patientes, pour tous les couples. Donc pour l'échographie, l'échographie 3D, examen essentiel dans le bilan initial, au cours duquel on va notamment rechercher les pathologies endocavitaires qui vont retentir éventuellement sur l'implantation. Et là, si l'écho 3D est anormal, c'est là qu'on pourra discuter effectivement de faire une hystérosonographie complémentaire ou une hystéroscopie d'emblée. Troisième point, je pense important, c'est que aujourd'hui la bonne vieille hystérosalpingographie reste encore un des examens de référence pour évaluer la perméabilité tubaire. Alors, dans les RPC, il n'est absolument pas interdit de faire, vous savez, l'évaluation de la perméabilité par l'hyphosie, l'hystérosalpingosonographie de contraste, qui reste un examen qui peut être proposé chez les gens avec des praticiens qui sont vraiment bien formés à cette technique. Voilà, je pense que ça fait partie des choses, des grands changements. Un dernier changement, notamment du côté du bilan féminin, c'est le fait de faire un examen cytobactériologique des leucorrhées, donc à la recherche d'une vaginose bactérienne, puisqu'il est maintenant clairement démontré que dans la population des couples infertiles, les vaginoses bactériennes sont 2 à 3 fois plus fréquentes et que leur traitement pourrait peut-être améliorer la fertilité, mais de toute façon améliorera derrière la santé gynécologique globale. Et le traitement peut rester un traitement flagile dose unique? Exactement, flagile ou les antiseptiques, notamment non spécifiques, comme par exemple le Vablis ou d'autres molécules de ce type qui peuvent être données. D'accord. Et la place de la cellio, du test au bleu en cellio, si par exemple la patiente est prise en charge pour une GU ou quoi que ce soit, ça a été discuté pendant les RPC? Alors oui, tout à fait. Donc dans les antécédents tubaires, quand il y a des antécédents tubaires, à une époque, en 2010, on disait on part direct en cellio. Là, dans les recos, on peut tout à fait proposer l'hystérosalpingographie, faite par un radiologue vraiment
expérimenté. Et si, en regardant les clichés ou si le radiologue a le moindre doute, il y a une indication à faire une cœlioscopie assez facilement. Il y a aussi une autre indication qui était discutée, mais qui est vraiment, là encore, c'est une discussion au cas par cas avec les couples, c'est de proposer une cellio bleue exploratrice dans les infertilités totalement inexpliquées à l'issue du bilan initial lorsque les femmes ont moins de 35 ans. Voilà, ça peut être une indication, une discussion au cas par cas pour des couples qui ne voudraient pas forcément s'orienter vers des techniques d'assistance médicale à la procréation. D'accord. Ensuite, concernant le bilan de première intention chez l'homme, est-ce que les recommandations ont évolué également? Oui, tout à fait. Il y a l'interrogatoire, comme chez la femme d'ailleurs, est mis en avant dans l'exploration initiale du couple infertile. Donc ça, c'est essentiel. Et pendant très longtemps, vous savez, les urologues prônaient l'idée qu'il fallait examiner tous les hommes avant de faire un spermogramme. Eh bien, dans ces recos, à la lumière des données de la littérature, il nous a semblé plus raisonnable de dire que l'interrogatoire est essentiel et que l'examen andrologique clinique de l'homme ne va être proposé que si soit il y a des anomalies à l'interrogatoire, un antécédent de cryptorchidie, un antécédent de varicocèle, où il faut faire une évaluation clinique, soit sinon, ce sera en deuxième intention si on a des anomalies du spermogramme. Et le dernier point important chez les hommes, c'est la place de la spermoculture, qui avant était pas très claire dans les recos de 2010. Et là, au vu des données de la littérature, on a placé la spermoculture comme un examen de première intention qui doit être prescrit avec le premier spermogramme dans le bilan initial du couple infertile. Et pour la spermoculture, c'est les mêmes règles de prélèvement que pour le spermogramme? Alors, quand on le fait en même temps que le spermogramme, oui, parce qu'il faut respecter, c'est vraiment les conditions préanalytiques du spermogramme qui sont essentielles pour l'interprétation. En revanche, quand une spermoculture n'est pas interprétable, qu'on a un doute sur une infection, il faut toujours la recontrôler. Et là, en fait, le contrôle peut être fait. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois d'intervalle entre 2 spermocultures, alors qu'entre 2 spermogrammes, c'est nécessaire. Et quand on fait ce contrôle, ça peut être fait avec une abstinence sexuelle de même pas 24 heures. Il peut y avoir une éjaculation la veille ou le matin même. C'est même parfois même recommandé pour éviter des contaminations de la flore urétrale. D'accord. Et concernant l'interrogatoire, est-ce que tu peux nous le rappeler, l'interrogatoire dans le contexte? Dans les deux sexes? Pourquoi pas? Pourquoi Ouais. pas? Finalement, oui, je pense que ça fait toujours du bien de réentendre. Alors, dans les éléments importants, on va s'intéresser bien sûr à l'âge, qui est un élément essentiel pour les 2 membres du couple, mais surtout pour les femmes, puisque l'âge ovarien conditionne globalement le succès de l'assistance médicale à la procréation et des techniques qu'on pourrait mettre en place derrière. Donc ça, c'est un élément très important. Tous les antécédents, bien sûr, gynéco-obstétricaux ou abdominaux-pelviens vont être décortiqués de façon policière pour rechercher éventuellement des antécédents qui peuvent impacter notamment sur la perméabilité tubaire ou éventuellement sur les chances d'implantation. Et puis, on va beaucoup s'intéresser aux aspects un peu gynéco-endocriniens et notamment à la régularité des cycles. Alors, on dit souvent régularité, mais en fait, il faut surtout s'intéresser à la durée. Une femme qui a des cycles qui durent entre 26 et 34 jours sont en général des femmes qui ont des cycles a priori ovulatoires et l'ovulation pourra être confirmée par un dosage de progestérone en phase lutéale supposée. En revanche, si une femme a des cycles même réguliers mais au-delà de 34 jours, c'est-à-dire à partir de 35 jours ou moins de 26 jours, là ce sont des cycles disovulatoires voire anovulatoires et donc tout de suite, il faut se dire là il y a un trouble de l'ovulation, on va déjà focaliser là-dessus. Donc vraiment, l'interrogatoire est très important. Et puis bien sûr, quand on a un trouble du cycle, on va rechercher une galactorée pour éliminer une hyperprolactinémie. On va rechercher une hyperandrogénie clinique ou parfois des signes d'insuffisance ovarienne comme des bouffées vasomotrices, sécheresse vaginale, etc. Pour des éléments un peu d'orientation clinique. Alors, et puis on va bien sûr s'intéresser à tous les facteurs environnementaux. Je crois qu'il y a une question peut-être tout à l'heure là-dessus, sur notamment les consommations de toxiques, le tabac et le cannabis notamment, et ça c'est dans les 2 sexes. Et puis bien sûr l'indice de masse corporelle et chez les femmes en particulier la mesure du tour de taille qui est un marqueur de l'insulinorésistance dont on sait que c'est un ennemi de la fertilité. Pour les hommes, alors on reprend beaucoup l'âge, c'est intéressant en tenant compte du fait que désormais depuis la nouvelle loi de bioéthique de 2021, on ne fait plus d'AMP lorsque l'homme a plus de 60 ans. Ce qui peut quand même parfois arriver. Donc ça, dès la première consulte,
pouvez d'emblée expliquer que ce sera peut-être limité parfois. Et puis ensuite, on va s'intéresser beaucoup aux antécédents andrologiques. L'âge de la puberté, est-ce qu'elle s'est faite naturellement ou accompagnée de traitements hormonaux? Est-ce que l'homme a été opéré au niveau des testicules, notamment d'une cryptorchidie ou d'une torsion? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes testiculaires, un gros coup de poing mal placé, une chute, vous savez, en vélo où on se prend la fameuse barre, là? Ça peut vraiment créer des lésions importantes. Et est-ce qu'il y a également des douleurs testiculaires qui pourraient faire évoquer la présence, par exemple, d'une varicocèle? Voilà, ça, c'est vraiment les éléments essentiels. Et puis, bien sûr, là encore, l'IMC et le tabac et le cannabis. Tu as évoqué les facteurs de risque, les consommations de toxiques, etc. Vous avez fait le point d'ailleurs sur les mesures préventives contre ces facteurs environnementaux qu'on pourrait recommander aux couples pour améliorer leur fertilité, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Alors, c'est des choses très simples. Une bonne hygiène de vie, ne pas grignoter, des repas équilibrés, réussir pour les patientes et les patients, pour les deux, qui seraient en surpoids ou en situation d'obésité, à perdre idéalement 5 à 10% de leur poids initial. C'est vraiment ça qui est aujourd'hui validé. Faut pas fixer un seuil d'IMC à 35 pour tout le monde. C'est quelque chose qui, vous avez vu, ça n'apparaît absolument pas d'ailleurs dans les RPC. Et puis, bien sûr, se sevrer de tous les toxiques et aider les couples, s'il le faut, avec des addictologues. Et y compris l'alcool, par exemple, occasionnel, ça pourrait... Ouais. Alors, l'alcool occasionnel n'a pas d'impact majeur sur la fertilité. Par contre, la consommation régulière, notamment d'alcool fort, elle peut être potentiellement toxique. D'accord. Et le sport, vous avez donné des seuils aussi ou... Oui, alors c'est la marche régulière et idéalement 1h30 de sport par semaine. Je pense que vous êtes positionné aussi sur la prise en charge de ces couples en première intention, notamment par exemple dans le cas où le bilan n'aurait pas mis en avant d'étiologie d'infertilité. Les choses ont légèrement changé, non, c'est ça? Tout à fait. Les choses ont été vraiment clarifiées au vu des données de la littérature, c'est-à-dire une infertilité inexpliquée à l'issue du bilan de première intention. Avant, certains gynécologues proposaient des stimulations ovariennes pour rendre les femmes plus fertiles, avec des rapports programmés. Il est clairement démontré que ces stimulations ovariennes n'augmentent pas les chances de grossesse, contrairement aux techniques d'insémination intra-utérine, enfin de stimulation couplée à des inséminations intra-utérines ou aux techniques de fécondation in vitro. Donc, on s'est vraiment positionné clairement contre ces stimulations simples dans les infertilités inexpliquées. D'accord, oui, ça c'est vraiment une avancée. Est-ce que vous avez discuté tout ce qui est complément alimentaire concernant l'ovulation, etc.? Non. Non, il y a très peu de données encore. Ouais. C'est beaucoup trop hétérogène. Ouais. Et concernant les ovulations mises en avant par l'interrogatoire ou par le bilan, là on reste sur une stimulation ovarienne par contre, c'est ça? Exactement. Donc, une induction de l'ovulation. L'ovulation n'a pas lieu, on va l'induire, soit avec du citrate de clomifène quand il s'agit d'un syndrome des ovaires polykystiques, et peut-être un jour grâce au létrozole quand il aura l'autorisation de mise sur le marché en France dans cette indication. Et puis, en revanche, quand c'est des anovulations d'origine centrale, on propose souvent la pompe à GnRH qui donne de très bons résultats. Ce qui est essentiel quand on fait de la stimulation ovarienne, des inductions de l'ovulation, c'est de pratiquer un monitorage échographique qui est la seule méthode qui permet de limiter le risque de grossesse multiple. Tout à fait. Ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, je propose de synthétiser cet épisode. On a mis en avant alors dans ces RPC de 2022 l'importance de l'interrogatoire pour le bilan des couples, l'écho 3D qui prend de plus en plus de place également, les mesures préventives, surtout diététiques, les conseils aux patientes mais aussi aux patients. En cas d'absence d'étiologie, l'insémination d'emblée et pas la stimulation seule. Et puis par contre, en cas de trouble de l'ovulation, la stimulation avec une très bonne surveillance échographique pour limiter les grossesses multiples, ce qui devrait être vraiment systématique dans les cas de stimulation ovarienne. Quelque chose à ajouter par hasard? Non, tout est très clair. Merci encore pour votre invitation et cette belle initiative. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.